Vous écoutez Goliath, saison 2. Un podcast coproduit par Spland et La Houle. Je sais pas trop dans quel sens on est en fait. A priori, il y a une route à droite. Hein. Je croyais que tu savais. Oui, je savais, oui, je savais. Mais tu sais, ces trucs-là, ça marche quand ça veut. Regarde. Tu vois, tu sais bien que je vois rien. Mais si. Mais... Regarde, je zoome, tu vois, je zoome là. Ouais. On voit plus rien là sur ton truc là. Non mais si, il doit y avoir... Moi j'en ai marre. Écoute, je vais m'asseoir. Enfin si j'y arrive là parce que... Bonjour les filles. Besoin d'aide, vous êtes perdus? Il y a un jeune là. Ouais, bah alors, on va lui demander. vous cherchez quelque chose? Oui, Dites-moi. on voudrait rejoindre Glomel. Oh là! Ah mais vous êtes pas du tout là. Non mais là... Vous allez nous aider. Ah ouais, non mais faudrait faire tout le tour de la mine, vous en avez pour 4 jours. Qu'est-ce qu'il dit? Non, en plus c'est militarisé, hein, je vous recommande pas d'aller par là, vu comme vous êtes habillés, vous faites tirer dessus. Ah non mais moi je vous déconseille, faites demi-tour, allez. Charmant comme il est, il va nous aider. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de passer par la droite, non? C'est ça, oui. Il a dit de passer par la droite. Oui, c'est ça. C'est ça, moi j'ai pas entendu autre chose. Bah si, hein, proche. Il y a un bruit bizarre. Attends, je règle mon... c'est chiant. Je vais peut-être faire la même chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est où on est là? C'est pas très agréable. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde là? Peut-être partir d'ici, est-ce qu'on ferait pas demi-tour? Mais... C'est quoi ce mirador là-bas? Mais il y avait pas ça avant! Gisèle! Qu'est-ce que c'est? Henriette, qu'est-ce qu'on fait? Gisèle! Henriette, faut partir là, faut qu'on s'en aille. On fait du tour! Il dit quoi ton Google là? Je sais pas, viens, on le laisse, on part! La mine de Glomel. Il faut vraiment le vouloir pour ne pas l'entendre. Morgane, dans votre enquête, vous commencez par évoquer une image en fait qui est assez surprenante, une image de militaire. Mais là, on est le jour d'une randonnée organisée par un collectif contre l'ouverture de la 4e fosse. Et donc, ils ont décidé d'organiser une randonnée pour emmener les gens sur les hauteurs de Glomel pour qu'ils voient l'impact de cette carrière. Et à la grande surprise des organisateurs, il y avait des membres d'une section spéciale de gendarmerie armés en treillis, bérets. C'était complètement improbable de voir un tel déploiement de force pour une paisible randonnée. C'est pas des gens qui demandent la fermeture de la carrière, absolument pas. Hein. Ils demandaient qu'elle ne s'étende pas davantage. Dans le village de Glomel, les terrils de déchets dévorent littéralement les paysages. Quand le vent se lève, la plus haute de ces collines, qu'on appelle le Sabès, soulève sa poussière et la laisse retomber partout. Sur les toits, sur les champs, sur les voitures et même sur les gens. C'est une poussière de déchets miniers qui contient du plomb, de l'arsenic, du chrome, du nickel. Ces déchets viennent de la plus grande mine de France et elle est en Bretagne. C'est la plus grande mine de quoi ? D'andalousite, un minerai dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, sauf si vous travaillez dans une fonderie industrielle. C'est un silicate très rare et malheureusement pour les habitants et habitantes de Glomel, très abondant dans cette commune des Côtes-d'Armor. Le gisement est exploité par une multinationale française, Imerys, qui protège jalousement ses intérêts. Ces intérêts, l'État aussi les protège, avec le soutien des forces de police et de gendarmerie lorsque des manifestants et manifestantes tentent de défiler contre la mine et ses pollutions. Ici, le 24 novembre 2024. À cette manif, la journaliste Morgane Large y était. Depuis plusieurs mois, avec les journalistes Catherine Le Gall et Célia Izoard, elle enquêtait déjà sur cette mine, mais surtout sur son exploitant, Imerys Glomel. Imerys peut dévier des routes, racheter des routes et en faire d'autres pour pouvoir étendre ses déchets, par exemple. Imerys peut dévier des conduites d'eau potable, peut dévier des conduites électriques, des conduites de gaz. Elle peut changer complètement le paysage. Elle a le droit de construire des tas de déchets qui vont culminer à peu près à la même hauteur que les collines environnantes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui autrefois avaient une vue et qui maintenant se retrouvent avec une vue complètement bouchée
par une espèce de montagne. Alors ça se végétalise assez vite, parce que tout est fait pour que ça se végétalise, mais ça reste quelque chose de très inhospitalier, puisque ça peut absolument pas constituer un chemin de randonnée. Ce sont des pentes très abruptes qui sont constituées par ces verses de déchets. Et c'est des verses de déchets énormes, puisque Imerys, pour exploiter l'andalousite, est obligé d'extraire énormément de roches, et que seuls 10% de ce qui est extrait est exploitable. Ça veut dire qu'il y a 90% de déchets. C'est une très grande commune des Côtes-d'Armor, 8000 hectares, qui a la particularité d'avoir énormément de zones humides. Donc c'est pas un hasard s'il y a 2 réserves naturelles à Glomel. Ces réserves naturelles, elles sont sur des terres incultes qu'on a laissées un peu tranquilles, et puis qui constituent des très très belles réserves aujourd'hui, d'espaces qui n'existent pratiquement plus ailleurs. La mine se situe au sud de Glomel, sur la route de Trégornan. Lorsqu'on prend cette route, sans le savoir, on enjambe cette mine, puisqu'on passe sur un pont qui est occulté des 2 côtés. Et si on monte sur le parapet du pont, ce qui est un peu dangereux, et qu'on essaye de regarder au-dessus des panneaux, et bien là, on voit les énormes cratères que constitue cette mine. Il y a 3 fosses qui sont du côté est, une du côté ouest. Celle du côté ouest, c'est la fosse 3, elle est énorme, mais Imerys est en train de constituer aussi à côté un énorme nouveau tas de déchets, une verse, ils appellent ça une verse. Ils ont racheté un champ. Sur ce champ, ils ont tout gratté la terre arable, ils ont mis du plastique partout, ils ont mis ensuite des cailloux, et puis il y a une douve tout autour du champ pour récolter les eaux pour qu'elles soient traitées. Et puis donc de l'autre côté, à l'est, il y a la fosse 1, la fosse 2, la fosse 4 actuelle et les usines. C'est un énorme site, c'est un site qui est éclairé jour et nuit, qui forme un halo blanc là, assez énorme, qui fait aussi que, par exemple, les coqs chantent la nuit. En dessous, donc, c'est une route. Des usagers normaux enjambent cette route privée qu'a Imerys, et tout est extrêmement caché, on ne voit absolument rien, quoi. Mais on entend. Ça s'étend sur le paysage, c'est comme un canyon, c'est un endroit infranchissable. Ça n'existe plus, on ne peut plus passer, ce sera plus jamais de la terre agricole, ça c'est évident, puisque les 30 cm de terre arable qu'il y avait, on ne pourra jamais les reconstituer. On est sur du déchet, des poudres, des poussières fines, qui sont en train de se végétaliser, mais sur lesquelles on ne fera plus jamais pousser quoi que ce soit. Depuis les années 70, plusieurs fosses ont été creusées pour exploiter le gisement d'andalousite. Sans vraiment d'opposition d'ailleurs. Jusqu'en 2023, où Imerys Glomel demande un nouveau permis d'exploiter pour creuser une 4e fosse sur le site de Garfalès. Extrait de la vidéo promotionnelle d'Imerys Glomel pour l'extension du site. C'est ici à Glomel, au centre de la Bretagne, que tout commence. Nous exploitons actuellement une seule fosse, la fosse numéro 3, ouverte en 1998, et nous avons pour projet d'en ouvrir une nouvelle en 2023. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les riverains et les autorités locales, afin de déposer un dossier dans le respect des règles environnementales, ce qui est primordial pour le groupe Imerys. Alors, la montée de la tension, elle est évidente, puisque cette carrière qui existe depuis les années 70 a, en 2011, fait une demande pour avoir une 3e fosse, la fosse 3, qui est en activité aujourd'hui. Et il me semble qu'il y avait eu moins de 10 dépositions à l'enquête publique à l'époque. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines de dépositions à l'enquête publique pour la fosse numéro 4. Ce qui veut dire aussi que l'enjeu, par exemple, de l'eau potable, l'enjeu du paysage, c'est quelque chose qui est maintenant très intégré, et les populations locales sont inquiètes et se mobilisent. À Glomel, on vit avec la mine depuis les années 70, et on n'y est pas forcément opposé. Un basculement s'opère à partir des années 90, à mesure que l'exploitation de l'andalousite se fait plus intense, plus industrielle, et atteint un paroxysme avec la fosse numéro 4. On est là depuis 2006,
16, 17, 16. Vous avez acheté en connaissance de cause ? Oui, on a acheté en connaissance de cause, sauf que les carrières avaient 3 fois moins d'impact qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, on est passé d'un tir qui était le mercredi à 3 ou 4 tirs par semaine. C'est quoi, c'est des tirs de mine ? Des tirs de mine, oui. Et ça fait quoi ça ? hormis le souffle qu'on ressent, aujourd'hui, on a des vibrations dans le sol et on a des fissures qui sont apparues sur la maison. C'est quand même très dur pour les riverains. Et il y a une autre pollution minière qui a été reconnue comme une pollution minière, c'est la division des habitants. Parce que, en fait, les gens qui sont les plus proches n'en peuvent plus. J'ai vraiment vu des gens qui étaient marqués, certains de l'eczéma, d'autres des dépigmentations, enfin, beaucoup de choses dues au stress. Et il y a un autre truc, c'est que tous ces gens dont les maisons, très jolies maisons, sont à proximité de la carrière, eh bien, l'immobilier, il subit une baisse incroyable. Personne n'a envie de vivre à côté de cette carrière. C'est évident, quoi. Et ces gens commencent à s'élever contre cette carrière qui leur pourrit la vie, faut le dire. Et là, en fait, ils subissent un dénigrement assez incroyable de la partie de la population qui est pour la carrière et qui veut pas reconnaître que d'être riverain, c'est terrible. De fait, eh bien, on leur dit plus le bonjour, ou on les stigmatise, ou on les dénigre. Il y a des gens qui ont déménagé. Mais voilà, c'est complètement fou. Moi, je suis de Glomel. Depuis qu'on a fait cette enquête, quand je vais à Glomel, il y a plein de gens qui me disent plus bonjour. Il faut dire donc vous avez été vous-même de nombreuses années habitante de Glomel et conseillère élue dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé à la mairie ? Parce qu'en fait, il y a une équipe qui a changé justement en lien avec cette mine. Vous, de l'intérieur, qu'est-ce que vous avez pu voir ? Je vais revenir un peu en arrière. Moi, j'ai pris ce mandat parce qu'il y avait des démissionnaires, que j'avais été sur une liste électorale qui, malheureusement, n'avait pas gagné les élections, et à la suite de gens qui ont démissionné parce qu'ils supportaient plus l'ambiance du conseil municipal où il ne se passait rien et où la parole, clairement, de la minorité n'était absolument pas entendue, eh bien, je me suis retrouvée conseillère municipale pendant 3 ans. Alors, c'est le seul mandat que j'ai jamais pris. La politique, en dehors de la politique locale, me poserait problème par rapport à mon travail de journaliste. Mais là, sur la commune, ça me posait pas trop de problèmes. Et c'est vrai que au cours de ce mandat, eh bien, c'était compliqué de parler de tout ce qui posait problème, dont Imerys. Ces nouvelles élections arrivent en septembre 2023. Morgane Larche quitte donc le conseil municipal avec les autres élus d'opposition et Thierry Troel, le maire. Les Glomellois et Glomelloises se déplacent en nombre pour voter. Le nouveau maire s'appelle Bernard Trubwilt. Élu avec plus de 70% des voix, il met en place une nouvelle équipe municipale qui donnera une place importante aux entreprises de Glomel. Un positionnement en faveur d'Imerys Glomel qui ne fera pas de vague, du moins dans un premier temps. Malheureusement, le mandat de Thierry Troel, ce maire élu en 2020, a été extrêmement compliqué, voire explosif. Lui dit que clairement, le dossier de la 4e fosse d'Imerys a été le détonateur de son éjection du conseil, son poste de maire. Ce projet va plonger le conseil municipal dans un chaos dont il ne sortira pas. Le clivage sera tel que le maire devra quitter ses fonctions et que des élections municipales anticipées devront se tenir. Il y a eu des élections anticipées qui sont intervenues en septembre 2023 et clairement, ces nouvelles élections ont servi de référendum pour savoir si, oui ou non, les habitants soutenaient ou pas la carrière Imerys à Glomel. Moi, je me souviens d'essayer de parler de la consommation d'eau de cette carrière mine qui déverse 1,5 million de mètres cubes d'eau qui devrait aller dans un bassin versant, celui du Blavet. Elle le reverse dans le bassin versant de l'Ailée, donc ce qui change considérablement les réseaux d'eau, les petits ruisseaux, les petites rivières et sans doute les nappes sur la commune. Et quand on dit, mais quand même, cette carrière, elle a un impact sur l'eau, on me dit, bah non, elle consomme pas du tout d'eau. Ça, c'est en conseil municipal. Ah bon, elle consomme pas d'eau, pourquoi ? Bah, elle a une facture qui est vraiment minime, quoi.
Mais enfin, si. Et là, on me dit, ah mais non, mais ça, c'est pas de l'eau, ça pisse des cailloux. Voilà, quand ils creusent, c'est sûr, il y a de l'eau qui sort, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose, quoi. Et donc, l'eau qui sort des cailloux, c'est pas de l'eau. À la municipalité de Glomel, ce qui est assez incroyable, l'eau, tant qu'on la paye pas, c'est pas de l'eau, quoi. C'est pas important. On est dans quelque chose où n'a de valeur que ce qu'on paye. Et c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que tout le reste n'a aucune valeur, que de la valeur marchande, quoi. Le site minier de Guerfalès est quasiment encerclé par des rues et des ruisseaux, arrêté au sud-est par un étang, celui du Crasius. Journaliste spécialiste des questions environnementales, Célia Izoard décide de réaliser des analyses de l'eau en amont et en aval de la mine. Il fallait faire des analyses parce qu'en fait, le volume de rejet des flux industriels est très préoccupant. Et après, Imerys paye lui-même en fait un bilan écologique de la rivière dans laquelle il rejette tous ces polluants. Et le cabinet qui réalise cet audit conclut à une pollution relative. Et puis par ailleurs, les principaux polluants métalliques, c'est-à-dire le nickel et le cobalt, ne sont pas recherchés. Ça, c'est quand même déjà un problème. Les traces d'hydrocarbures ne sont pas recherchées. Autre chose, en fait, certains métaux lourds particulièrement toxiques, comme le cadmium et l'arsenic, étaient clairement mentionnés dans les déchets miniers, mais l'arsenic et le cadmium n'étaient pas mentionnés parmi les rejets autorisés. En fait, ce qui se passe, c'est que Imerys semble avoir rejeté de l'arsenic et du cadmium sans autorisation. Et on se dit, qu'est-ce que ça fait dans une réserve naturelle régionale ? Qu'est-ce que ça fait dans un point de captage d'eau potable ? Une pollution qui dégrade en fait le milieu et qui menace le vivant, qui menace la biodiversité, qui menace potentiellement la qualité de l'eau à terme en fait. Bien sûr, en analysant les sédiments en aval du site minier, Célia Izoard s'attendait bien à trouver des pollutions liées à l'exploitation minière, mais pas du tout dans ces concentrations. Les résultats des analyses sont désastreux. Les sédiments testés réagissent à tous les métaux lourds recherchés, dans des concentrations alarmantes. Le nickel, par exemple, est 60 fois supérieur dans ses concentrations aux valeurs guides pour un bon état écologique des milieux. L'exor de la mine de Glomel, là où repart l'eau, elle est à quelques mètres d'une partie de la réserve naturelle. Les entreprises minières ont des obligations légales en matière environnementale. Elles doivent faire des études d'impact, respecter des standards internationaux pour compenser leurs dégâts éventuels. Le problème, c'est qu'à Glomel, Imerys est très lié aux acteurs qui gèrent cette fameuse compensation. Justement, qu'en dit l'association l'AMV, donc qui gère la réserve naturelle ? Il y en a qui défendent clairement la compensation en disant « mais écoute, nous, ils nous compensent à 200%, 300%, mais c'est génial, voilà ». Puis il y en a d'autres qui disent « faut qu'on arrête ». C'est quelque chose qui divise. Alors, par exemple, quand Imerys détruit une zone humide, c'est arrivé que l'AMV, sur un secteur de sa réserve naturelle, rebouche des drains avec des pelleteuses, fasse des gros travaux de pelleteuses pour reboucher des drains, pour remettre en eau des prairies qui avaient été plus ou moins drainées. Et puis aussi reconstituer quelques mares pour favoriser la présence, l'habitat d'espèces aquatiques rares qui vivent dans des milieux très propres et très pauvres que sont les réserves naturelles. La chose quand même qui, moi, m'interroge, c'est cette idée de compensation. Quand même, il y a une énorme hypocrisie dans la compensation, c'est que lorsqu'on détruit, on ne compense jamais. Une destruction est une destruction. On aura beau rafistoler, ça sera jamais comme avant, et on aura une dette écologique. Et en plus, ces compensations, ça donne presque l'idée qu'il y aurait un droit à détruire. Et ça, moi, je pense que c'est des choses qui interrogent aussi les naturalistes. Il va falloir peut-être prendre des décisions un peu plus fermes sur ces compensations. Il y a une petite musique chantée par Imerys Glomel. Une petite musique qui est chantée d'ailleurs par d'autres multinationales ou dans le cadre d'autres projets commerciaux ou industriels. C'est la musique du fournisseur d'emploi. Moi, j'ai pu interviewer des dirigeants d'Imerys qui m'ont dit « mais nous, si on veut s'agrandir, c'est pour préserver l'emploi et pour exploiter l'andalusite. Mais avant tout pour préserver l'emploi. » Combien de personnes travaillent pour Imerys actuellement ?
Actuellement, il y a une petite centaine de personnes qui travaillent pour Imerys. Il y en a à peu près 90 qui sont des permanents. Et puis, il y a un volet d'intérimaires qui est assez mouvant. Et justement, du coup, ça veut dire que les employés de la mine sont pas forcément riverains. Alors ça, les employés de la mine, ils viennent d'un secteur assez large autour, mais il y en a pas, à ma connaissance, de riverains. Donc finalement, quand on parle d'un argument de création d'emplois, c'est pas les Glomélois qui en bénéficient forcément. Mais de la création de l'emploi, il n'y en aura pas. Cette fosse 4, elle est en train d'être creusée, elle va fonctionner puisque le préfet a donné son avis favorable, mais il n'y a aucune création d'emploi associée à l'agrandissement de cette carrière. Dans l'actualité également, le débat autour des mines en activité dans notre pays. À Glomel, dans les Côtes-d'Armor, cette sonnerie rythme la vie des habitants à chaque fois qu'un tir permet d'extraire de l'andalusite, un minerai très recherché. Aujourd'hui, certains sont en colère car la construction d'une 4e fosse vient d'être autorisée. Le village est divisé, la mairie vient d'être taguée. Reportage de TF1 sur le site de Guerfalès, diffusé le 27 octobre 2024. C'est marqué corruption, donc en lettres rouges, rouge sang. La mairie de Glomel est recouverte de tags, avec un message, un sujet brûlant. Rares sont les habitants à accepter de nous répondre. Ceux qui le font ne comprennent pas cet acte. C'est lamentable de voir ça, je trouve. Imerys, c'est important, ça fait vivre le bourg. À côté des promesses pour l'emploi, Imerys Glomel fait aussi des promesses en termes de retombées économiques pour les communes. Des promesses un petit peu trop belles pour être vraies. Bien évidemment, Imerys fait un mécénat plutôt efficace et au bon moment pour avoir des avis positifs et pour acheter une paix sociale. Mais il y a quelque chose pour moi qui est encore plus choquant, c'est que Imerys a fait non seulement des très belles plaquettes, mais a fait aussi des réunions publiques pour expliquer le projet et pour le présenter sous ses meilleurs auspices. Moi, j'ai pris en photo certains de ces slides parce qu'ils m'intéressaient. J'étais dans un coin de la salle, de très mauvaises photos, je suis nulle en photo. Et à la suite de cela, j'ai demandé à la multinationale et aux communicants, parce que c'était une boîte de communication parisienne qui avait organisé cette réunion publique, d'avoir le PowerPoint. Et le PowerPoint qu'on avait donnait pas tout à fait les mêmes infos. Alors sur les slides, il était écrit que Imerys payait 120 000 euros de CVAE par an, et que c'était 20% des cotisations perçues par la communauté de communes du Kreisbreis, c'est la communauté de communes sur laquelle se situe la commune de Glomel. J'ai lu ça, je me suis dit, ah bah oui, ça représente quand même des sommes assez énormes, et c'est évident que c'est important que cette entreprise, si elle s'en va, ça va quand même causer de gros problèmes. Et puis ensuite, je suis allée à la rencontre du maire. On était en février 2023, c'était toujours le maire Thierry Troel, donc l'agriculteur bio qui était maire. Lui m'a dit n'être pas capable de me dire à quelle hauteur l'entreprise abondait à son budget municipal. Et ça, c'est quand même un problème. Il m'a dit, mais non, nous, on reçoit des dotations et en fait, il faudrait aller plus haut. Donc, j'ai appelé la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques à Guingamp. Je suis tombée sur quelqu'un de très sympathique, mais qui n'avait pas le droit de me donner ces infos. Donc, j'ai interviewé la présidente de la communauté de communes du Kreisbreis, Sandra Lenouvelle, qui, elle, a fait des recherches, vraiment, pour savoir. En fait, c'est pas si transparent que ça. Et là, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, ces chiffres-là ne sont pas justes. Mais c'est vrai que cette diapositive, elle est restée 3 minutes visible et puis après elle a disparu. Si je l'avais pas prise en photo, j'aurais jamais pu interpeller la présidente de la communauté de communes sur ce chiffre. Imerys Glomel n'est pas du tout la seule multinationale à promettre de payer son écho au budget des communes. L'argument est courant pour les multinationales parce qu'ils permettent d'augmenter l'acceptation des projets. Mais il n'y a aucune contrainte ni engagement de ces multinationales auprès des communes, ni même des régions ou de la préfecture. Alors pour retrouver la trace de tout cet argent gagné par Imerys Glomel à Guerfalès, il fallait une journaliste spécialiste de la finance, en la personne de la journaliste Catherine Le Gall. C'est vrai que c'est compliqué de retracer ce que rapporte Imerys à la collectivité en termes de taxes. Moi, ce que j'ai vu dans cette enquête et ce que je vois surtout dans les enquêtes que je fais concernant la finance internationale et justement les multinationales, je pose pas la question en termes de dire qu'est-ce qu'elles rapportent, est-ce qu'elles rapportent suffisamment par rapport à la captation de capitaux que ça génère. Moi, je
me demande surtout qu'est-ce que ça enlève. Comment ça abîme le village de Glomel ou la société en général. Donc là, si on prend Imerys Glomel et ensuite le retour de dividendes vers le groupe Bruxelles Lambert, dans ce cercle-là, qu'est-ce que ça coûte à la collectivité ? Pour faire oublier ce qu'elle coûte aux collectivités, Imerys s'appuie sur une chose très efficace, un mythe. L'entreprise ferait partie de l'histoire locale. D'ailleurs, elle ouvre ses portes pendant les journées du patrimoine. C'est donc que dans l'imaginaire qu'elle veut appuyer, l'entreprise a toujours été déjà là en quelque sorte. Ce qui nous a semblé intéressant, donc on a travaillé toutes les trois avec Célia et Morgane, mais moi ce qui m'a marqué quand je suis arrivée sur le terrain, donc notamment avec Morgane, c'est que les habitants, ils avaient l'impression que cette mine-là, elle est familiale. Voilà, elle est très concrètement, fait partie du paysage, quoi. Mais quand on regarde qu'est-ce que Imerys Glomel, finalement, la réalité concrète de cette entreprise, on se rend compte que, en fait, c'est une filiale d'une multinationale. Et que, en fait, la personne qui représente Imerys Glomel sur place s'appelle Christelle Planck. Mais Christelle Planck, effectivement, elle est directrice de cette entité-là. Mais derrière elle, il y a quelque part la finance invisible. Il y a les actionnaires qui détiennent réellement Imerys Glomel. Et donc, le travail, ça a été de tirer les fils. Et quand on fait une sorte de dézoom, on va dire que c'est un peu une fusée à 3 étages. Il y a Imerys Glomel, qui est cette entreprise que les habitants voient comme étant familiale. Ensuite, il y a Imerys, qui est l'entreprise qui détient Imerys Glomel en termes de filiale. Et Imerys, qui est donc un groupe, est elle-même détenue à 55% par le groupe Bruxelles Lambert, qui est pour le coup un fonds d'investissement, une holding, qui est détenue in fine par 2 grandes familles de la finance internationale, que sont la famille Frères et Desmarais. Toute cette filiation vient de 2 personnages que moi j'ai déjà croisés dans mon travail de journaliste à 2 reprises déjà, qui sont Albert Frère et Paul Desmarais. Albert Frère, qui est un milliardaire belge, et Paul Desmarais, qui est son acolyte, un peu comme son frère, jumeau financier, à la tête d'un empire financier qui s'appelle la Power Corporation. Tous 2, en fait, ont racheté l'ancêtre historique d'Imerys Glomel, qui s'appelle la Damarec, qui appartenait entre autres au Rothschild. Donc là, on voit bien toute la finance internationale, un peu au berceau d'Imerys Glomel. Ils l'ont acheté dans les années 80. Aujourd'hui, à la tête du groupe Bruxelles Lambert, ce ne sont plus Albert Frère et Paul Desmarais qui sont morts, mais ce sont leurs descendants. Voilà bien une image qui ferait tâche pour les habitantes et habitants de Glomel. Les vrais patrons d'Imerys vivant dans un luxe insolent, celui des tapis rouges et des dîners d'affaires, alors que c'est cela, le monde de l'industrie minière. Un monde de multimillionnaires, voire de milliardaires, qui investissent sur des terrains qu'ils ne connaissent pas et où ils n'ont jamais mis les pieds. Ce que j'écris dans l'attaque du papier, c'est que finalement, le village de Glomel vit à l'heure de la finance internationale, qui est à la fois visible et invisible, personnifiée et dépersonnifiée, à la fois proche et lointaine, parce qu'effectivement, il y a une entité physique qui est sur le territoire, et Imerys tout court a pour intérêt de continuer à nourrir ce récit-là, parce qu'effectivement, ça cache tout le côté actionnarial, tout le côté financier, parce que in fine quand même, et c'est ça ce qui est intéressant, malgré le discours de vouloir créer des produits dans le sens de l'intérêt général, le but c'est quand même le retour sur investissement et les dividendes. En 2022, donc Imerys, l'entreprise française, a permis à GBL d'encaisser plus de 170 millions d'euros de dividendes, ce qui représente 38% des dividendes perçus par le groupe Bruxelles Lambert. Et finalement, Imerys Glomel fait partie d'un circuit dont le but est de ramener du cash. Alors moi, ça m'a toujours surpris à quel point les Bretons se disent attachés à leur patrimoine, à leur tradition. Et puis là, dans une indifférence totale, on voit Imerys racheter une ferme sur laquelle il y a un petit hangar, une maison. Et puis finalement,
détruire la maison et faire son tas de déchets à l'endroit de ce village. Donc ça veut dire qu'on élimine un village de la carte. Ça s'appelle Rorledan. C'est quelque chose qui est dans la mémoire des habitants du coin et ce village n'existe plus. Il a disparu. C'est un village fantôme, quoi. On peut effacer la mémoire des gens, effacer les noms aussi, que des noms de lieux n'existent plus, ce qui est quand même terrible, je trouve, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça touche au cœur des gens aussi, de vouloir retourner sur le village de son enfance et puis qu'il n'existe plus. Il y a un écrivain qui a écrit un très beau bouquin, c'est Guy Darol. Il s'appelle Village fantôme. Lui, le village de ses grands-parents a disparu sous une carrière de granit. Enfin, il n'a pas été recouvert, son village, lui, il a été creusé et il a complètement disparu. L'exploitation minière est pourtant éphémère à l'échelle de l'histoire de Glomel. Même avec cette 4e fosse dont Imerys espère une belle production, celle-ci prendra fin en 2044. Viendra alors le temps de la remise en état de la carrière. Pour les pollutions minières, on sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va finir. On a des fosses qui font plusieurs terrains de football. Il faut imaginer qu'on met plusieurs immeubles parisiens empilés dans ces fosses. On a des montagnes de 30 mètres, des collines de 30 mètres de résidus miniers ou de stériles. Vraisemblablement, l'eau va ruisseler sur ces collines et sur ce site minier indéfiniment et l'eau va s'acidifier. Et la question que je pose, c'est qui traitera les eaux acides de Glomel en l'an 2150 ? Les déchets miniers ne sont pas juste des terrils dont la poussière s'envole au gré des vents. Ils entraînent une pollution absolument redoutable, le drainage minier-acide. Car extraire le minerai de Glomel, c'est aller chercher de la roche profondément. Cette roche contient des sulfures qui, ramenés à la surface, réagissent avec l'eau de pluie pour devenir une sorte de soupe d'acide sulfurique. Ce que l'on appelait autrefois le vitriol. Ce qu'Imerys promet face à ce drainage minier-acide, c'est un suivi de la mine sur 10 ans après la fin de l'exploitation et la remise en état. Mais cela ne suffira pas. Alors effectivement, dans le Rhône, on a un exemple à un petit pic de ces vieilles mines qui vont poser des problèmes pendant des siècles parce qu'en fait, les pollutions minières sont des pollutions éternelles. Donc là, dans le Rhône, c'est un petit site au regard des exploitations d'aujourd'hui puisque c'est seulement sur 20 hectares. Cette mine a été exploitée depuis le Moyen-Âge. Elle a fermé en 1877 et l'État, qui a la charge d'un site minier comme celui-ci, s'est aperçu qu'il était en fait indispensable de traiter les eaux minières. En fait, le traitement de ces eaux minières acides qui découlent de cette roche qui contient de la pyrite, donc cet acide sulfurique qui est généré naturellement par le soufre et l'eau de pluie et qui risque en fait d'acidifier les milieux environnants, de polluer aux métaux, elle est traitée à la chaux, à la soude pour être neutralisée. Et ça fait 150 ans que ce traitement est en cours. Il est financé, là encore, par de l'argent public pour faire fonctionner ces machines. Et il n'y a pas de date de fin de chez-ci. Ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros par an. D'une manière générale, l'industrie minière est aujourd'hui, je pense que pendant très longtemps, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient loin de nos yeux. Et aujourd'hui, l'industrie minière, elle est vraiment confrontée à une opposition de la population de plus en plus prégnante et de plus en plus organisée. Et donc, l'opposition de la population est devenue un risque qui est même quantifié financièrement par les cabinets de conseil aux entreprises, comme le cabinet Ernst & Young. Ils mettent vraiment en garde contre le risque d'acceptabilité sociale parce que cela a un impact de risque réputationnel sur les multinationales. Et ça, pour le coup, elles font super gaffe parce qu'elles savent que des articles qui sont négatifs, une opposition locale, des manifestations, des ONG qui se mettent dans le coup, c'est pas bon du tout pour leur image. Donc, la réponse est oui. La mobilisation des citoyens, notamment à Glomel, n'est pas bonne pour Imerys. Après,
comme ils disposent de largesse de la part des pouvoirs publics, comme ils disposent aussi d'une sorte de soutien de l'État dans le cadre de ce qu'on appelle le renouveau minier, avec la volonté de réimplanter en France des extractions minières de façon à assurer l'indépendance énergétique du pays. Pour autant, ça n'empêche pas finalement qu'elles puissent aller jusqu'au bout de leur volonté extractiviste. Une solidarité autant à l'hexagonale qu'au territoire de la Bretagne. J'estime quand même qu'il y a une victoire de la part des militants, parce que maintenant les gens sont informés. Je crois que c'est la chose la plus importante, c'est que les gens sachent que quand il y aura des soucis de ressources en eau, bien on saura pourquoi. Je pense que le combat, il se situe pas forcément. Il y a plein de façons de combattre qui sont toutes complémentaires. Il y a des gens qui vont faire des référés, il y a des gens qui vont attaquer au tribunal administratif. Enfin, il y a des gens qui vont faire des manifs, il y a des gens qui vont faire des tags, il y a des gens, voilà, il y a plein de moyens de lutter. Il y a des gens qui vont aussi lutter en interpellant leurs députés, en interpellant des parlementaires, ou en adhérant à une association comme Eau et Rivière de Warbéo, etc. Enfin, il me semble que les modes de lutte sont extrêmement multiples et complémentaires et qu'il n'y en a aucun qu'il faut laisser de côté. Un énorme projet de 2 extensions de carrière de quartz d'Iméris au nord de la Dordogne, quasiment dans le Limousin, dans le Périgord vert. Et on a lancé une mobilisation. D'emblée, il y a eu la première... Personne n'était au courant. L'enquête publique commençait 2 semaines plus tard. Les luttes locales sont donc prises au sérieux par les industriels, mais pas encore assez. Elles peuvent aujourd'hui interférer avec les projets existants et faire capoter les nouveaux. Elles peuvent aussi amplifier le signal politique à d'autres échelles, nationales et européennes. Ces luttes s'adressent aussi au pouvoir public. Dans cette nouvelle période du renouveau minier, où le temps est à la simplification administrative, le message est très clair. L'urgence n'est pas de faciliter la vie des multinationales minières. Bien au contraire, c'est de les obliger à assumer les conséquences réelles de leur extractivisme. On vit les mêmes mécanismes d'accaparement, les mafieux de pouvoir qui en fait achètent le silence. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Goliath, saison 2. Un grand merci à Joanne Lehoux, Maïsoun Zenedine, David Attier et Warren Bidot d'avoir prêté leur voix pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous irons fouler les quais de Saint-Malo. Mais attendez un petit peu avant de gonfler vos poumons à l'odeur des embruns. Vous risquez un grand bol d'air à l'ammoniac. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, mettez-lui des étoiles et surtout, envoyez-le à vos proches. Merci de votre écoute.